Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Sandra Martin, donc chargée de mission territoire au sein de la direction de l'économie à la région. Et j'ai été plus particulièrement chargée de la conception du fonds partenarial en faveur de l'économie de proximité, d'où la présentation que je vais faire aujourd'hui. Donc, en élément préalable, on est sur une information qui vous est donnée. Alors, si vous pouvez, voilà. On est vraiment donc sur une information. À l'issue de ce webinaire, je ne suis pas sûre que vous serez un expert du CAP économie de proximité et du fonds partenarial économie de proximité. Donc, n'hésitez pas, et vous aurez tous les contacts à la fin, à revenir vers les collègues qui sont en charge et qui sont vos interlocuteurs. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous donner un premier niveau d'information sur ce fonds partenarial et le CAP. Donc, j'essaie de faire dérouler ma présentation qui ne déroule pas. Sandra, apparemment, quand tu parles, oui, c'est un petit peu haché. On va continuer comme ça et on verra si ça s'améliore ou pas. Ça marche. Ah, si, c'est donc, juste au préalable, pour revenir sur l'historique du fonds partenarial, où, contrairement aux autres CAP de la région, on est vraiment sur un process un peu différent. Dès 2021, notre président, à l'issue surtout du fonds Renaissance, a souhaité capitaliser sur le fonds Renaissance et je coupe ma caméra. Donc, a souhaité capitaliser sur le fonds Renaissance et dès décembre 2021 est venu à la rencontre de vos présidents d'intercommunalité pour proposer un fonds partenarial, un fonds mutualisé qui a recueilli un avis favorable. En tout cas, il n'y a pas eu d'opposition de la part des présidents de PCI. Et donc, toute l'année 2022 a été concentrée sur l'élaboration de ce fonds partenarial, sur la conception et sur la co-construction, avec donc les EPCI et également les partenaires. Donc, dès le mois de mars 2022, on a eu un atelier de co-construction à Nogent-le-Rotrou qui nous a permis de voir ce qui était possible, ce qui emportait de l'adhésion et ce qui, au contraire, ne l'apportait pas. Donc, nous, très rapidement, en interne, on a eu le feu vert du président et de M. Huvard pour monter ce fonds en faveur de l'économie de proximité. Et également, il y a un groupe projet avec quelques intercommunalités volontaires, des développeurs économiques. Il y a une quinzaine à peu près de développeurs qui sont venus à mes côtés pour construire le règlement que je vais vous présenter. Également, ensuite, il y a eu toutes les validations en interne sur vraiment la mise en place du fonds partenarial. Petit à petit, il a trouvé son nom, du fonds partenarial en faveur de l'économie de proximité. Il a fait l'objet d'un vote dès le mois de juillet 2022 en avance de phase du schéma. Et vous avez eu un courrier d'information, donc fin octobre, donc adressé aux EPCI pour proposer ce fonds partenarial. Et donc, le schéma a été voté en novembre et le 10 février 2023, nous avons voté le règlement d'intervention que je vais présenter et vous détailler. Et aujourd'hui, on est rentré dans la phase de déploiement de ce fonds et de ce CAP. Alors, il y a toujours un délai pour passer à la... Donc, pour essayer de vous faire comprendre l'articulation entre le fonds et le CAP, le fonds partenarial, il réunit donc les financeurs que sont la région et les EPCI volontaires. Ce qu'on met, nous, derrière fonds partenarial, c'est surtout le mot partenarial, c'est-à-dire un dossier de demande commun, des échanges entre nos élus, entre techniciens, pour bien orienter les différentes demandes, un règlement commun avec un socle commun, ce qui fait sens entre nos deux collectivités, des spécificités régionales et des spécificités locales, et une communication commune. Et donc, du coup, dans ce fonds partenarial, vous retrouvez l'intervention de la région au-dessus de 5 000 € à travers
ce que nos élus ont souhaité garder, le cap économie de proximité. Donc, le mot de cap est vraiment institué au sein de la région. Donc, toutes les interventions régionales prennent le nom de cap, contrat d'appui au projet. Donc, au-dessus de 5 000 euros, vous avez les cap économie de proximité. Et en dessous de 5 000 euros, c'est l'intervention des territoires, où j'ai mis quelques noms des aides que vous faisiez à moins de 5 000 euros. Donc, vous pouvez garder ces noms d'AS, Perche Ambition, mais bien entendu, de démontrer que vous rentrez bien dans ce fonds partenarial en faveur de l'économie de proximité. Donc, nous, la région, on a, puisque c'est notre champ de compétences, délimité le règlement d'intervention de ce fonds partenarial, dans lequel on a précisé l'intervention et du cap économie de proximité et de vos aides à moins de 5 000. Donc, voilà, je ne sais pas si tout ça est clair, mais je prendrai les questions à la fin. Mais vraiment, on a le fond qui est un peu l'objet supra et les interventions des uns et des autres à travers nos différents dispositifs. Et donc, également, on ne change rien sur le paysage. Je sais qu'il y a des consulaires qui sont connectés de réseau initiative, on ne change pas tout le système qu'il y avait encore. Là, vraiment, le fonds partenarial, c'est un accord entre financeurs, mais bien entendu, tout ce qui est accompagnement des entreprises, on reste sur le même système où l'entreprise peut se faire accompagner sur les aides régions par tout l'écosystème. Et pour les territoires, on vous laisse voir si vous faites ça en interne, si vous passez des conventions avec les partenaires. On ne change pas ce qui était précédemment le fonctionnement. On est vraiment plutôt sur un accord entre financeurs pour être plus visible et faire ensemble. Donc ça, c'est une diapo pour vous rappeler, hein, vous positionner un peu le cap économique. Donc pour rappel, donc là, c'est une diapo qui vous a été présentée lors du webinaire introductif pour vous repositionner le cap économique de proximité dans notre dispositif d'aide au sein de la région. Donc, vous avez tout ce qui est plutôt entreprise du quotidien. Donc ça n'a pas changé par rapport à précédemment. Hein. Donc, tout ce qui est plutôt entreprise du quotidien. Donc, ce qui fait que c'est bon vivre sur un territoire, un quartier, une ville, va avoir sa source de financement à travers le cap économique de proximité côté région, qu'il soit dans ses différentes phases de vie, création, reprise, développement, avec une intervention donc en subvention. Pour les projets qui sont vraiment porteurs de transition écologique ou transformation numérique, la possibilité d'aller vers d'autres caps, transition écologique et cap numérique en subvention. Et tout ce qui est industrie, artisanat de production et services aux entreprises, ces solutions de financement viendront à travers le cap PME-PMI et également la possibilité d'avoir le cap transition écologique et numérique pour les projets vraiment porteurs. Donc là, on est vraiment, donc c'est en fait sur l'artisanat de production où il faudra bien être vigilant, mais c'était déjà le cas avant. Et tout ce qui va être artisanat de production, pour nous, passera dans le cap PME-PMI et tout ce qui est acteurs du bâtiment, activités alimentaires, passeront via le cap économie de proximité. Donc, on a vraiment là en bleu 2 caps avec une entrée bénéficiaire. On ne peut pas cumuler un cap économie de proximité, un cap PME-PMI. Et vous avez, pour rappel, nos caps transition écologique et numérique qui, eux, sont transversaux et qui peuvent venir accompagner toute entreprise. Donc là, moi, je vais vous détailler le cap économie de proximité. Donc là aussi, c'était une diapo que vous avez présentée la dernière fois sur les objectifs, où on est vraiment là sur l'économie locale, l'économie non délocalisable. On est vraiment sur nos artisans et commerçants qui font vivre nos territoires, source d'attractivité. On a également une notion d'aménagement du territoire avec tout ce qui peut être des liens avec les programmes Petites Villes de demain, etc., sur vraiment l'attractivité du territoire, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs, de maintenir des activités plutôt en centre-bourg et en centre-ville, et bien entendu, hein, des enjeux économiques, d'accompagner des petites entreprises, d'accompagner la reprise, la diversification, et d'intégrer la transition écologique et numérique. Donc, sur les bénéficiaires, donc là, je rentre vraiment dans la présentation du règlement. Donc, à chaque fois, je vais vous présenter le socle commun, les priorités régionales et les spécificités locales, ce qu'on vous propose d'adapter au niveau de vos territoires. Donc, sur les bénéficiaires, le socle commun, on a fait très large, hein, c'est-à-dire que sont éligibles à ce fonds partenarial toutes les petites et moyennes entreprises artisanales et commerciales situées en Centre-Val de Loire qui sont immatriculées ORM ou ORCS
et également les structures de l'économie sociale et solidaire qui font des activités économiques, enfin, artisanales et commerciales. Par exemple, les sites, les scopes, les coopératives sont éligibles à ce dispositif. On a quand même quelques exclusions qui font sens, je pense, entre nous, qui sont les commerces de gros ne sont pas éligibles à ce cap proximité. Tout ce qui va être agence immobilière, agences d'intérim ne sont pas éligibles à ce dispositif. Tout ce qui est succursale, franchise, concession également sont inéligibles. Et on a mis les activités saisonnières de moins de 6 mois, on a mis une durée, ne sont pas éligibles à ce dispositif. C'est au-dessus de 6 mois qu'on commence à regarder une aide publique. Donc là, normalement, c'est ce qui fait sens entre nous. Vous voyez, c'est assez large quand même. Ensuite, la région a mis des priorités régionales, c'est-à-dire que si la région doit intervenir, nous, on a priorisé sur un certain nombre de sujets. Et normalement, si vous connaissez nos anciennes aides, c'est les priorités qui étaient déjà présentes précédemment. Donc, la région viendra financer en priorité tout ce qui est commerce alimentaire, avec bien entendu, donc là, on y retrouve tout ce qui est épicerie, hein, avec le lien avec les produits Céducentre, les produits locaux, biologiques et proximité. On vient financer tout ce qui est commerce de première nécessité, les artisans de proximité, c'est-à-dire que là, vraiment, tout ce qui est garage, fleuriste, en milieu tout rural, la région viendra toujours financer ce type d'activité. Tout ce qui est métier de bouche, donc là, on y retrouve tout ce qui est boucherie, boulangerie, qui sont des priorités régionales. Vous y retrouverez les métiers d'art, qui sont également dans les priorités régionales. Les artisans du bâtiment, donc engagés dans une démarche qualité, à partir du moment où ces artisans du bâtiment adressent que leur marché est celui du particulier. Si leur marché principal est celui de l'entreprise, ils iront plutôt sur les services à l'entreprise, donc le cap PME-PMI. Donc, les acteurs du bâtiment, les artisans du bâtiment sont toujours dans les priorités régionales. La restauration, là également, toujours dans nos priorités, avec toujours ce lien avec les produits locaux, Céducentre, biologique, etc. Les menus plats du terroir, un chef qualifié qui fait en majorité sur place. Donc, ça, c'est toujours dans nos priorités. Et peut-être un élément nouveau qui a été mis par nos élus, c'est tout ce qui est biens et services culturels de proximité. Donc, tout ce qui va être librairie sont éligibles à ce dispositif, sachant qu'on peut également avoir des aides de la part de nos collègues de la culture. Donc là, il y a une articulation qui est en cours avec nos autres dispositifs. Donc voilà les priorités sur lesquelles la région interviendra. Et ce qu'on entend, nous, par économie de proximité. Et donc, côté territoire, aujourd'hui, on vous a proposé dans le règlement un certain nombre de pistes. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez prendre, pas prendre, interroger vos élus, repréciser des choses en interne, il n'y a pas de difficulté. Donc précédemment, par exemple, il y avait une notion de chiffre d'affaires maximum ou un nombre de salariés maximum. Vous pouvez mettre des priorités sur, avant je crois que c'était chiffre d'affaires inférieur à 1 million, certains d'entre vous on met 10 salariés maximum ou 20 salariés, donc ça c'est complètement possible de votre côté. Vous pouvez rendre éligibles les micro-entreprises. Donc là aussi, vous pouvez vous positionner ou pas, hein, ce n'est pas une obligation. Là, nous, on vous a proposé quand c'est l'activité principale, mais après, à vous de voir si vous voulez ouvrir et jusqu'où vous voulez ouvrir pour les micro-entreprises. Pour les commerces non sédentaires, aujourd'hui, côté région, les commerces non sédentaires sont ceux qui sont sur la région Centre-Val de Loire, mais certains d'entre vous ont voulu préciser un nombre de marchés minimum ou un pourcentage réalisé sur le territoire intercommunal. Donc là, vous pouvez complètement affiner ce critère-là. On vous permet aussi en dessous de 5 000 € d'aller aider l'hébergement touristique, donc tout ce qui va être gîte, chambre d'hôte. En dessous de 5 000 €, on vous délègue la compétence pour pouvoir les accompagner. Là, on vous propose, mais ça encore, hein, vous prenez ou pas, en milieu urbain pour les agglomérations et les métropoles, vous pouvez avoir des critères plus serrés, hein, aider la dernière activité de la commune, qu'en politique de la ville. Vraiment, là, c'est à vous de voir comment vous voulez positionner ce fonds. On vous autorise également, c'est là où des fois le règlement peut pas être toujours très clair, c'est-à-dire qu'on a entendu certains territoires qui nous ont demandé de quand même intervenir sur les entreprises que je vous ai dit exclues.
on prend le cas, par exemple, des professions libérales. Aujourd'hui, dans les exclusions, on a exclu tout ce qui est profession libérale, donc avocats, huissiers, mais également médecins, etc. La région a une autre politique en faveur des médecins, en faveur des infirmières, sur l'enseignement supérieur, sur un certain nombre d'autres sujets. Donc, on ne pourrait pas forcément les accompagner en aide directe à l'installation, mais certains territoires, vous nous en avez fait la demande, vous pouvez, donc là c'est vraiment à vous de voir en termes de priorité territoriale, vous pouvez profiter de ce fonds économie de proximité pour venir aider des sages-femmes ou des dentistes. Voilà, on a eu quelques exemples. Mais en tout cas, ça se fera sur vos fonds propres. La région ne souhaitant pas forcément, ayant d'autres politiques par ailleurs, accompagner les médecins, par exemple. On a d'autres politiques de salariat, notamment. Et également, on vous propose, ça c'est une nouveauté, ce n'était pas possible précédemment, sur les entreprises agricoles qui ont des projets d'investissement productif, que vous puissiez faire des aides directes. Donc là, aujourd'hui, on a repris la compétence FEADER. En tout cas, donc sur les entreprises agricoles, on vous permet de faire des aides en dessous de 2 000 €. Là, on est sur un seuil différent en raison des contrôles croisés. Et vous avez toute une annexe dans le règlement pour vraiment encadrer. Là, on est vraiment peut-être un peu plus dirigiste que sur le reste, puisque il y a, ce que je vous disais, énormément de contrôle de la part de l'Europe et également de la part de l'État. Alors, sur les critères d'éligibilité maintenant dans ce règlement ou sur le socle commun, on a mis un certain nombre de critères, mais normalement qui font sens entre nous. Bien entendu, les entreprises qui vont être aidées, elles doivent être à jour de leurs obligations légales, fiscales, environnementales, sociales, réglementaires, etc. Elles ne doivent pas être soumises à une procédure collective d'insolvabilité. Donc, toutes les entreprises en sauvegarde, redressement, liquidation ne sont pas éligibles, mais ça, c'est des règles européennes. Elles ne sont pas éligibles à nos dispositifs. Bien entendu, ne pas avoir atteint le cumul d'aides prévu par le règlement de minimis, qui sera un des principaux régimes sur lesquels on va s'appuyer. Ne pas avoir procédé à des licenciements dans les 12 mois. Néanmoins, vu le contexte, on peut entendre qu'il y a eu des licenciements. À ce moment-là, c'est de nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des licenciements ou du chômage partiel, donc principalement lié à la période Covid, confinement. Donc, et voilà, la règle reste quand même de ne pas licencier ni avant ni pendant, mais on s'est adapté à la situation et à la conjoncture. Donc là, c'est nous expliciter s'il y a eu des licenciements, pourquoi. Vous présenter un plan de financement équilibré, bien entendu être aux normes environnementales, sécurité, hygiène. Donc toutes les entreprises, on pense au garage, au restaurant, métiers alimentaires, doivent être aux normes. Donc également avoir sollicité les autorisations d'urbanisme si nécessaire. Pour les projets de développement, donc là, je pense que vous avez l'habitude au niveau des aides régions, avoir des capitaux propres positifs ou une situation nette, ça c'est pour les entreprises individuelles. Et là, il y a peut-être une nouveauté pour la création reprise. On demande que la demande d'aide soit présentée dans les 6 mois suivant l'immatriculation ou l'acte de cession. Donc avant, c'était 18 mois. Donc là, on resserre le délai puisqu'on souhaite intervenir un petit peu plus dans le temps de la création. Donc ça, vous trouverez également ces éléments-là sur le cas PME-PMI. Globalement, sur la création, on a réduit le délai pour déposer les dossiers. Donc là, même chose à chaque fois, donc le socle commun et après des priorités régionales et des priorités territoriales. Pour la région, donc là aussi, on a repris nos précédentes règles. On viendra aider les entreprises si elles ont un minimum de 5 000 € d'apport en numéraire, dont les prêts d'honneur ou compte courant, et ils doivent faire apparaître un concours bancaire à moyen ou long terme, couvrant au moins 20% du programme d'investissement. Ça, c'était déjà le cas précédemment. C'est toujours le cas pour venir accompagner les entreprises de proximité. Et également, je vous le redirai dans la partie dépenses, pour les projets immobiliers, la région interviendra si vous avez, on a changé un peu notre posture sur les SCI. Donc là, pour cette programmation-là, donc c'est un peu plus clair, on pourra aider
des sociétés type SCI, mais à partir du moment où, vous voyez, elles sont détenues à plus de 51% par la société d'exploitation. Il faut vraiment qu'il y ait un lien entre les deux. Pour l'immobilier, on peut venir accompagner des SCI, mais vraiment à condition qu'elles soient liées à la société d'exploitation. Et donc là, dans les priorités territoriales, vous pouvez reprendre les mêmes règles que la région, c'est-à-dire vous pouvez exiger un concours bancaire ou pas. Il y a la question de pouvoir démarrer le programme avant. Donc ça, on vous autorise toujours à faire ce système-là et de pouvoir faire des courriers de démarrage de travaux. Donc ça n'a pas changé par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Donc là, vraiment, libre à vous de mettre des critères, de prendre les mêmes que la région ou de ne pas mettre de critères supplémentaires. Donc sur les dépenses éligibles, là, c'est le socle commun entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on vient accompagner sur ce cap économie de proximité, sur ce fonds partenarial? Donc, tout ce qui est projet de création et de reprise. Donc là, on vient accompagner tous les investissements comptablement amortissables nécessaires à l'activité dans les 12 mois qui suivent la création ou la reprise. Et je vous rappelle, il faut que le dossier soit déposé dans les 6 mois. Donc ça peut être soit les investissements, soit le rachat de parts sociales pour la reprise. Sur le projet, on vient accompagner tout ce qui est projet de développement, bien entendu. Donc là, sur un programme de 2 ans, précédemment, je pense qu'on était sur 3 ans. Là, on a réduit sur 2 ans pour être un peu plus précis, un peu plus en réalité avec ce qui se passe maintenant. Donc là, on vient accompagner tout ce qui est matériel de production neuf. L'occasion est toujours éligible et le reconditionné, donc immobilisable, amortissable, nécessaire à l'activité, en dehors donc, du renouvellement à l'identique et en dehors des véhicules commerciaux. Et on vient également, donc là, je vous avais dit que je vous en reparlerai, les dépenses immobilières. Vous savez, donc ça, c'est votre champ de compétences. Sur l'immobilier, la région vient en abondement. On profite de ce règlement pour pouvoir venir en abondement sur vos aides à l'immobilier concernant les artisans et les commerçants. Néanmoins, vous le verrez après, on a mis comme priorité, en tout cas pour nous, la réhabilitation de friches et de locaux vacants. Donc, on réduit quand même notre intervention sur l'immobilier, mais c'est quand même possible qu'on puisse intervenir plutôt donc, en centre-ville sur des friches et locaux vacants. Donc, on y a intégré également du numérique. Donc là, on est plutôt sur de la visibilité web. Vous voyez, on a détaillé ce qui est éligible. Donc, tout ce qui peut être prestation de conseil externe, ici d'un diagnostic numérique, donc visibilité web, web marketing, des actions de cybersécurité, de RGPD, et tout ce qui est investissement matériel et immatériel. Là, on vous a mis des exemples, acquisition de solutions immatérielles avec une forte valeur ajoutée juste pour l'outil de gestion intégré, par exemple des restaurants qui maintenant mettent tablettes en lien avec la cuisine, en lien avec leur logiciel de gestion. Tout ce qui peut être sécurisation sont éligibles à la transition numérique. On les enverra vers le cap transformation numérique quand vraiment on est sur un projet beaucoup plus d'ampleur sur le numérique. Là, je vous conseille de vous connecter au webinaire dédié sur le numérique. Et également, on a intégré dans notre cap économie de proximité des dépenses en faveur de la transition écologique, donc tout ce qui est investissement en lien avec l'écologie, la RSE. Donc là, on vous a mis quelques sujets que peuvent être l'énergie, l'économie de matière, les déchets, économie circulaire, mobilité. Donc là aussi, on peut venir accompagner sur ce dispositif dans la limite de 20 000 € les projets de transition écologique. Si vraiment on est sur un projet d'ampleur, on le basculera peut-être plutôt sur le cap transition écologique. Et donc, quelques points de vigilance quand même sur ces dépenses. Les devis doivent être de moins de 6 mois. Pour les entreprises qui réalisent les travaux pour elles-mêmes, on peut avoir le cas par exemple pour le bâtiment, on prendra en compte que les matériaux, mais à partir de 500 €, on ne va pas prendre tout. On essaie de simplifier aussi la vie. Et ça, je crois que vous étiez plutôt d'accord sur ce plancher de 500 € de facture. Ça, c'est aussi, on l'a écrit puisqu'on a de plus en plus le cas. Tout ce qui est devis et factures qui proviennent d'entités qui sont liées aux bénéficiaires ne sont pas éligibles. On a vu, alors, des fois sur le numérique, une entreprise
sœur qui fait des factures à une autre entreprise. Donc là, on l'a écrit clairement dans le règlement, ce n'est pas éligible. Et bien entendu, toujours quelques exclusions. Hein, les dépenses de mise aux normes obligatoires ne sont pas éligibles, donc ça c'est la réglementation. Et même chose, tout ce qui est crédit bail, leasing, location longue durée ne sont pas éligibles au dispositif. Donc, dans les priorités régionales sur ces dépenses, donc la région souhaite intervenir sur des projets globaux de développement. On souhaite que l'entreprise ait une réflexion à 360 et en tout cas vienne nous voir sur un projet consolidé et pas faire une succession de projets tous les 6 mois. Voilà, il y a un enjeu fort pour les projets qui ont un impact sur le réchauffement climatique. Et donc, je vous ai remis donc, la question du projet immobilier, bien entendu. On vient qu'en abondement d'une aide de l'intercommunalité, donc c'est lié à nos fameuses conventions de partenariat économique. Et nous viendrons en priorité sur la réhabilitation de friches et de locaux vacants. Et donc là, côté territoire, vous pouvez affiner complètement les dépenses qu'on vous propose. Notamment, on a eu le cas sur la précédente programmation. Des fois, vous pouvez avoir des chartes locales sur les terrasses. Donc, vous pouvez préciser des choses sur les terrasses et les pergolas, sur la dissociation de l'accès au logement et la partie commerce. Notamment pour les sites internet, le web marketing, voilà, vous pouvez peut-être prendre peur et d'avoir beaucoup de sites internet où vous pouvez mettre un plancher ou un plafond minimum pour ne pas financer beaucoup de sites internet. Et voilà, ça, c'est des propositions à exclure les micro-entreprises de la création reprise. C'est vraiment des propositions c'est vraiment fait pour vous faire réfléchir sur votre projet et faire réfléchir vos élus pour qu'ils se positionnent sur certains sujets ou pas. Donc voilà pour la partie dépenses. Sur le format de l'aide, donc là, nous, ce qu'on propose, c'est une subvention, qui fait partie de nos priorités régionales. Donc, ce fonds est en subvention, jusqu'à 20 000 € maximum côté région. Donc, je vous le rappelle, en dessous de 5 000 €, c'est les EPCI qui interviennent. Au-dessus de 5 000 et donc jusqu'à 20 000, c'est la région. On se laisse la possibilité de faire une aide au-dessus de 20 000 €, mais dans ce cas-là, la région interviendra en avance remboursable, 100% avance remboursable. Il n'y aura plus de mix subvention et avance remboursable. C'est soit l'un, soit l'autre. Le taux, ce qu'on vous propose, c'est 30% des dépenses d'investissement. Donc, je vous rappelle que c'est pratiquement le taux que vous retrouverez sur toutes les aides régionales. Et là, il y a une bonification qui a été proposée par nos élus de porter à 50% le taux de financement pour les investissements économes en énergie, donc bien entendu dans le respect de la réglementation européenne. Et là, c'est vraiment en lien avec la crise énergétique pour que nos artisans et commerçants investissent dans des machines moins énergivores, donc à court ou moyen terme. Et sur le paiement, la règle, c'est en 2 fois, mais bien entendu, on peut payer en 1 fois en fonction du type de projet, en fonction de sa temporalité également. Donc ça, c'est ce qu'on vous propose en socle commun, qui sont également les interventions région. Et là, au niveau territorial, vous pouvez, donc aujourd'hui, on vous propose un plancher de subvention de 500 €. Vous pouvez le monter à 1 000 €, par exemple. On vous propose un plafond à 5 000. Je sais que certains d'entre vous, vous plafonnez à 3 000 ou à 4 000. C'est complètement possible. Vous pouvez également proposer des taux différents. Vous pouvez proposer 20%, vraiment libre à vous d'adapter les planchers, plafonds et les taux d'intervention. Et le paiement également, vous pouvez le généraliser en 1 fois. Donc là, c'est vraiment le règlement. Normalement, j'ai fait le tour. Donc, je prendrai les questions à la fin s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés. Après, maintenant, c'est le mode opératoire. Comment est-ce que ce fonds partenarial se met en place? Donc, je ne l'ai pas forcément dit en introduction, mais on est sur un fonds qui est expérimental. Hein. On n'a pas trouvé d'autres régions qui font de la même manière. Donc, on est en train de mettre petit à petit tout en place. Donc, il y a encore des choses qui sont sans doute encore en cours de construction ou à venir. Mais vous avez, donc ça, c'est un espèce d'organigramme qu'on vous a envoyé à plusieurs reprises.
mais vraiment pour vous rappeler donc l'idée de cette plateforme commune. Donc, elle est en ligne aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous ont demandé à avoir le dossier, enfin les copies d'écran de ce qui était demandé. Donc, c'est en cours on est en train de le faire. Également, on est en train de préparer des tutoriels pour vous aider à accompagner les entreprises, à voir ce qu'il y a dans ce fameux dossier qui a été simplifié également de notre côté. Donc, le dossier arrive sur cette plateforme Nos aides en ligne. Nous, ensuite, et on incite vraiment là-dessus, il y a une coordination technique entre les agents EPCI, les consulaires, les partenaires, initiatives, etc. Nous, vraiment, et ça peut venir aussi en amont du dossier, hein, on souhaite vraiment renforcer ce lien, et c'est tout l'idée de ce fonds partenarial, de vraiment mieux savoir ce que vous faites territoire, que vous sachiez mieux ce qu'on fait région, puisque, je vous le rappelle, on vous délègue cette compétence, donc vous l'exercez en notre nom. Donc, on souhaite mieux savoir ce que vous faites au-delà du bilan qu'on pouvait s'envoyer tous les ans, de vraiment pouvoir orienter au mieux les entreprises. Donc, il y a vraiment une coordination technique avec les chargés de mission économie de proximité qui vont être déployés dans toutes les maisons de la région. Donc, il y en a 3, donc ils vont être dans 2 maisons de la région. Donc là, vraiment, je vous remettrai les contacts à la fin. Il y a vraiment un lien privilégié à avoir avec ces personnes. Ensuite, vous faites l'instruction. Donc, les dossiers à moins de 5 000, c'est l'EPCI volontaire qui instruit. Au-dessus de 5 000, c'est la région. Mais du coup, vous serez au courant de tous les dossiers qui entrent sur la plateforme. Donc, voilà, des échanges techniques. On vous propose, donc ça, c'est vraiment une demande aujourd'hui de nos élus, hein, les comités sélection, comme ça a pu être le cas sur le Fonds Renaissance, où tous les mois, on se voyait entre élus, les techniciens étaient également présents et l'élu de la région, pour donner le résultat de l'instruction et dire, bah, voilà, ça, on le soutient, là, bah, on ne le soutient pas pour telle et telle raison. Donc ça, ces comités de sélection sont en train d'être montés. L'objectif, c'est d'en avoir un par mois, d'être réactif et qu'il soit plutôt à une échelle départementale, même si pour l'instant, pour le déploiement, faut qu'on ait toutes les EPCI qui viennent à nos côtés. Il faut surtout aussi qu'on ait les projets d'entreprise. Après, chacun vote dans ces différents conseils. Donc, vous voyez, il y a une flèche de votre côté qui peut faire instruction directement vote. C'est-à-dire que si le comité de sélection, je ne sais pas pour quelle raison, au lieu d'avoir lieu tous les mois, il a lieu toutes les 6 semaines ou les 8 semaines, côté territoire, vous n'êtes pas obligé d'attendre ce comité pour voter. Donc, c'est vraiment, vous avez fait cette demande de souplesse, de réactivité, que vous soyez toujours, vous puissiez être toujours aussi rapide. Donc ça, c'est complètement possible. Nous, il faut vraiment nous informer du résultat de votre instruction. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, et combien vous avez octroyé. Donc là, il y a un retour sur la plateforme qui est possible, et également en comité, c'est l'occasion pour vous d'expliciter à nos élus ce que vous faites, quel type d'entreprise vous aidez. Et l'idée derrière ensuite, c'est d'avoir une communication commune. Donc, vraiment de dire que c'est, donc là, vous allez être visible sur les fonds régions. Nous, à l'inverse, on va être visible sur vos fonds. L'idée, c'est de dire qu'il y a ce fonds partenarial, que la région et les territoires travaillent ensemble et qu'ils ont obtenu une aide, quel que soit le montant, à travers ce fonds partenarial. Donc, pour déployer le fonds de manière opérationnelle, certains d'entre vous, ça y est, vous avez déjà voté. Je vous rappelle qu'il faut qu'on re-signe cette convention de délégation. Aujourd'hui, c'est la région seule collectivité compétente pour octroyer des aides à la création, à la reprise, au développement. Il n'y a que l'immobilier qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, vous ne pouvez faire ces aides que sur convention avec nous. Et je vous rappelle que la précédente s'est terminée au 31 décembre dernier. Donc, il faut absolument re-signer cette convention de délégation. Donc, il y a une convention type qui a été votée par la région le 10 février. Donc, il suffit, même si ce n'est pas si simple que ça, que vous délibériez de votre côté pour réengager cette convention région EPCI. Et également, vous avez ce fameux règlement à adopter, donc ce que je vous ai présenté précédemment, avec le socle commun, les priorités régionales et surtout vos spécificités et priorités territoriales sur lesquelles c'est l'occasion également pour vous de réinterroger vos élus sur le type d'entreprise qu'ils souhaitent aider, sur ce qui est le type d'investissement qu'ils souhaitent aider.
Donc vraiment l'idée d'être sur ce règlement commun. Donc ça, c'est un passage en commission, enfin en conseil communautaire de votre côté, pour que le fonds puisse être opérationnel et surtout pour que vous puissiez octroyer des aides à moins de 5 000 euros. Donc sur le mode opératoire, donc je vous l'ai dit, hein, on est vraiment sur le portail, donc on est sur du 100% dématérialisé, donc plus de papier. Vraiment privilégier le portail. Alors si vous avez eu, je sais que certains d'entre vous m'ont dit on avait des aides, l'entreprise a déposé en janvier, pas de souci pour les dossiers déjà complets déposés chez vous. Par contre, essayez voilà, sur les prochains dossiers de passer via cette plateforme. Donc, il va y avoir un certain nombre de formations qu'on va pouvoir vous donner pour la bonne utilisation de cette plateforme. Sachez également donc, que vous pouvez, quand je dis vous, c'est tout le monde, enfin, vous pouvez déposer pour le compte d'une entreprise. Donc, c'est soit l'entreprise en direct qui dépose son dossier, soit un tiers délégué, je crois que c'est le terme technique, donc EPCI, consulaire, etc. Vous pouvez déposer pour le compte d'une entreprise. Dans ce cas-là, il y a un mandat de délégation. Vous devez avoir les autorisations pour remplir un dossier pour le compte d'une autre personne, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont des attestations sur l'honneur. Donc, il faut que l'entreprise vous les signe. Vous ne pouvez pas attester, vous, agent, que l'entreprise, par exemple, est à jour d'un certain nombre de choses. Mais en tout cas, c'est possible. La plateforme le permet. Donc, on insiste vraiment là-dessus. La région s'est dotée de 3 chargés de mission économie de proximité. Donc, il faut vraiment, et comme c'est le cas sur le cas PME-PMI, hein, vraiment être en lien avec ces chargés de mission pour que vous sachiez bien et que vous soyez bien, on soit bien d'accord que, que l'aide est éligible au fonds région, donc surtout sur la partie CAP. Il faut vraiment qu'il y ait un échange préalable avec nous pour ne pas faire espérer l'entreprise ou lui faire remplir un dossier si on sait qu'elle n'est pas éligible, ou en tout cas lui donner le bon niveau d'information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de toute façon normalement instauré au niveau de toutes nos aides. On souhaite continuer à, côté région, s'exprimer sur nos aides régions. Donc vraiment ça, c'est vraiment des choses qu'on va développer, ces échanges techniques, avec des ressources nouvelles hein, qui vont être en maison de la région. Et c'est à partir de ce moment-là où on vous donnera le lien vers le formulaire de dépôt, puisque aujourd'hui, le formulaire n'est pas en ligne. Ça a été un accord avec les territoires. On souhaite qu'il passe par vous ou par nous ou par tous nos partenaires, mais il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de déposer, même s'ils ont un compte sur notre portail, ils ne peuvent pas trouver le formulaire. Il faut qu'on leur donne le lien pour le trouver. Et donc, ce que je vous ai dit, les fameux comités de décision après en interne. Et donc, sur vos contacts, donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on vous a présenté la dernière fois au webinaire. Vous avez des contacts associations, puisque sur pratiquement tous nos dispositifs, l'ESS est éligible. Donc, parfois, elles sont sous forme associative. Vous avez nos collègues par département. Vous voyez, ils sont 3 également, donc ils se répartissent 2 départements. Vous avez donc les collègues de la proximité. Donc d'ailleurs, pour information, toutes les adresses mail ont changé. Vous voyez, aujourd'hui, c'est toujours proximité et on y a associé les 2 départements dont ils s'occupent. Donc aujourd'hui, sur le 28 et 37, vous avez Emmanuel Lecomte qui est arrivé, je crois, début février-mars, qui est opérationnel. Sur le 18-36, il est en cours de recrutement. Vous avez peut-être vu la fiche de poste. Je crois qu'elle est ouverte jusqu'au 15 mars. Donc là, il y a un recrutement en cours sur les 18 et 36. Et sur le 41-45, donc c'est votre interlocutrice Marie-Hélène Schitt et également Valérie Bosetti, qui est pour l'instant en arrêt. Donc ça, c'est vraiment vos interlocuteurs à privilégier. Vous avez les adresses mail vraiment pour tout ce qui est prise de contact qui sont à privilégier. Pour tout ce qui est partie proximité. Et après, vous avez nos collègues, je crois que vous les connaissez tous, les collègues en charge plutôt du CAP PME-PMI, donc plutôt sur l'industrie, qui sont également dans nos maisons de la région. Et je crois que j'ai fait le tour en vous rappelant les dates des autres webinaires. Merci Sandra. Donc, ta présentation a provoqué beaucoup de questions.
On a essayé avec Sabrina. Sabrina a essayé de les regrouper. Donc, je pense qu'on va d'abord te lire les questions et si éventuellement on oublie quelque chose à la fin, vous pourrez prendre le parole, hein, les participants. Sabrina, je te laisse lire les questions que tu as annotées. Oui, c'est parti. Alors, premier type de question sur les bénéficiaires. La première question, c'est est-ce que les Les micro-entreprises sont micro-entreprises, éligibles? nous, aujourd'hui, ne sont pas éligibles au cap économie de proximité côté région. On peut par contre regarder des micro-entreprises qui, par leur investissement ou par leur projet, vont changer de statut. Donc, on se laisse la possibilité d'étudier les micro-entreprises, mais côté région, on n'intervient pas. Et côté territoire, on vous laisse la main pour savoir si vous voulez aider ou non les micro-entreprises. Merci Sandra. Deuxième question, est-ce que les entreprises ne faisant pas partie des priorités régionales sont tout de même éligibles au CAP? Eh bien non. C'est très Elles clair. sont par contre éligibles au fonds partenarial, donc à la partie région, à la partie, à la partie EPCI, pardon. Mais côté région, aujourd'hui, on a des priorités qui sont visées. Donc, si ça y est pas, normalement, elles ne sont pas éligibles au CAP. Ensuite, est-ce qu'on a des questions sur les typologies de bénéficiaires? Est-ce qu'un photographe est considéré comme un métier d'art? Métier d'art, pour moi, il faut être inscrit auprès de la CMA. Hein, c'est pas le terme, ça ne s'obtient pas comme ça, en tout cas. En fait, oui, photographe doit avoir oui, un enregistrement en tant que métier d'art Enfin, en tout cas, parce qu'il y a oui, il y a deux c'est ça. typologies C'est vraiment le métier d'art. d'enregistrement. Il faut qu'ils aient cette appellation-là. Ok. Donc, tous les photographes ne sont pas des métiers d'art. C'est noté. Les micro-crèches sont-elles considérées comme services du quotidien pour la région? On est sur du service à la population. Là, après, voilà, c'est à regarder de plus près. Pour nous, c'est du service. Aujourd'hui, voilà, on ne les a pas mis dans nos priorités régionales quand c'est porté par une entreprise. Ok. Et enfin, on a une question. La région accompagne-t-elle les commerces? Si je prends mon dernier exemple en date de laverie automatique, c'est un commerce, donc la région n'accompagne pas. Vers quel dispositif est-il possible de les orienter, sachant que l'investissement reste important et qu'une aide à moins de 5 000 reste, entre guillemets, faible? Bah, soit c'est éligible au CAP, soit c'est le territoire. Après, il n'y a pas d'autres dispositifs d'aide à ma connaissance. Ok. Alors, si on passe maintenant aux obligations à respecter par les entreprises, y a-t-il une obligation de valoriser les produits C du centre pour obtenir l'aide? Alors, on demande qu'il y ait du produit C du centre et ou des produits locaux ou biologiques. Ok. Donc, Donc, justement, il y a quand même idem. ce lien avec l'alimentation. Enfin, on a tous des programmes alimentaires. Là, l'idée, c'est que ces produits, c'est du centre et ou des produits locaux. Après, l'idéal serait que les produits locaux qui ne sont pas référencés, c'est du centre, le deviennent. Ok, on avait la même question effectivement sur la restauration et le pourcentage de bio. Tu y as répondu. Euh, Toujours sur les obligations à respecter concernant les entreprises du bâtiment. Alors, auparavant, les entreprises du bâtiment étaient éligibles si elles s'engageaient dans une démarche qualité ou formaient un apprenti. Aujourd'hui, seules les entreprises s'engageant dans une démarche, la question c'est est-ce que seules les entreprises qui s'engagent dans ce démarche sont éligibles? Est-ce que tu peux nous repréciser ça, Sandra? C'est toujours les mêmes conditions. Hein. C'est toujours démarche de qualité et apprenti. Ok. Ça, on n'a pas changé. Par contre, avant, c'était et ou. Et ben, c'est toujours ça.
Donc, c'est pas cumulatif, la RGE avec l'apprentissage. C'est toujours et où. Et où? OK. Merci. Toujours sur les obligations à respecter, les bénéficiaires rentrant dans les priorités régionales, il n'y a pas forcément de nécessité d'être le dernier représentant de l'activité ou le dernier commerce. Alors ça fait partie des nouveautés, en effet. On ouvre... alors, je sais pas comment dire, le dernier commerce n'est plus un critère, c'est-à-dire ça dans l'autre sens. Donc, on pourrait venir aider, et surtout en milieu rural. On sera un peu plus vigilant sur les métropoles et les agglomérations. Vous vous doutez bien que sur le centre-ville d'Orléans ou de Blois, on ne va pas aider tous les commerces et artisans du centre-ville. Par contre, sur tout ce qui est en milieu rural, tout ce qui peut être communauté de communes, on peut accompagner deux entreprises du même secteur. Ça fait partie des nouveautés. Ok. Ok, donc c'est noté. Ensuite, on avait des questions, Sandra, sur les types de dépenses. Les vitrines entrent-elles dans l'aide immobilier? Oui. Vitrine Si- extérieure, oui. Ok. Et deuxième question sur les types de dépenses. Si l'achat est un renouvellement mais moins énergivore, est-ce que c'est éligible? Ça, c'est le gros sujet du moment. Nous, sur ce volet-là, et j'en profite, alors je crois que j'en vois certains demain, la région a également mis en place le 10 février dernier un accompagnement. Donc, je crois qu'on finance les consulaires, CCI, CMA et également certains territoires sur France Rénov', donc où il y a des diagnostics qui seraient a priori gratuits pour le petit tertiaire, donc dans le cadre du SAR, donc du programme de rénovation énergétique, où du coup on conseille quand même vivement les entreprises à faire ce diagnostic, qui est normalement gratuit, si j'ai bien tout compris, qui va venir regarder l'enveloppe du bâtiment, mais également va diagnostiquer le matériel. Je pense que c'est aussi important pour l'entreprise que quand elle fait un investissement, elle fasse sur le bon poste de dépense. Donc, nous, on va essayer de relier à chaque fois qu'on aura une demande sur ce type-là, un achat, un renouvellement qui est moins énergivore parce que plus récent, en effet, normalement, c'est le cas. On s'assurera quand même, je pense, auprès de ce diagnostic que, en effet, on va venir financer le bon poste de dépense. Ok. Merci Sandra. Alors ensuite, on a une question sur l'intérêt communautaire et le soutien aux activités commerciales. Si la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales sont restés de la compétence des communes et ne relèvent donc pas de l'intérêt communautaire, le PCI peut-il toutefois intervenir dans le cadre de ce nouveau fonds de partenariat sur l'économie de proximité? Alors oui, ça c'est un des sujets que la loi NOTRe a laissé un peu en suspens. En tout cas, pour la région, les aides directes, et la loi NOTRe dit la même chose, nous, on conventionne nos aides directes avec les EPCI. On n'a pas forcément la volonté de signer avec chaque commune pour faire de la délégation et les autoriser à faire des aides. Donc nous, sur le volet aide directe, on préfère signer avec les EPCI. Après, en effet, certains territoires, vous n'avez pas, c'est les communes qui ont gardé cette compétence commerce. Là, je pense qu'il faut qu'on affine avec, je crois qu'il y a quelques territoires qui sont dans ce cas-là, pour que on s'y retrouve tous, c'est-à-dire que les communes s'y retrouvent avec vous, EPCI, et que nous, région et EPCI, on s'y retrouve. Donc, il y a sans doute des choses à creuser sur vos statuts, sur vos... Alors, avant, ça s'appelait CLECT, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais sur les répartitions. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes un peu embêtés sur ce volet-là. Mais nous, on préfère signer avec EPCI et pas avec toutes les communes du Centre Val de Loire. Ok, merci Sandra. Alors, on voit, il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils n'entendent pas les réponses. Pour autant, moi, j'entends très bien. Donc,
Je ne sais Ouais. pas si c'est commun à tout le monde ou pas. Normalement, moi, j'attends très bien. Il y a Aussi, juste donc Julia et Véronique qui n'attendent pas. Vous pouvez visualiser après le replay. Voilà. Oui, visiblement, ça concerne que 2 personnes. On continue avec les questions. Sabrina, il te reste du coup pas mal de questions oui, encore. alors tout à fait. On a maintenant énormément de questions sur l'aspect articulation, cumul, tout ça. Donc, on va commencer par une entreprise. Excusez-moi, hein, c'est un peu. Vous avez posé énormément de questions dans le chat, donc j'essaye de faire comment dire, des regroupements, mais c'est pas toujours si simple. Une entreprise peut-elle mobiliser plusieurs CAP? Y a-t-il un délai qui s'impose entre les demandes? Alors, non, normalement, on ne cumule pas plusieurs cas, surtout sur les mêmes dépenses. Et le délai, je crois qu'on a dû mettre bénéficier sur le cas proximité, on a dû mettre 2 ans, si je me souviens bien. On parcourt le règlement en même temps. Ok. C'est 2 ans. Et sauf création reprise, comme on a réduit les délais, un dossier de création qui demande ensuite du développement peut venir au bout de 18 mois. Ok. Alors, à un moment dans ta présentation, tu as dit que voilà, si la demande n'était pas éligible, on la réorientera vers un cap numérique, par exemple. Est-ce que la question portait sur est-ce que cela doit se savoir avant la saisie de la demande de l'entreprise sur la plateforme? Non, l'idée en tout cas, c'est que l'entreprise, comme on est sur une plateforme région, on ne demandera pas à l'entreprise de ressaisir une nouvelle demande. On lui demandera peut-être de la compléter, mais on ne redéposera pas un nouveau dossier. Par contre, il faudra peut-être qu'il complète avec des éléments nouveaux, notamment sur le numérique et l'écologique. Il y a vraiment cette question de diagnostic et d'établissement d'une feuille de route. Mais on va essayer de ne pas demander à l'entreprise de remplir plusieurs fois un dossier. Okay. D'où l'intérêt d'utiliser notre plateforme. Je reviens dessus, même si j'ai vu aussi une question là-dessus. Alors oui. Faut essayer de l'utiliser au maximum. Là, pour le cas de Laurent, hein, qui est sur Tours, oui. où leur dispositif est vraiment un dispositif vitrine, donc vraiment immobilier. On a convenu que voilà, c'était une lourdeur en plus qu'ils passent par notre plateforme, parce que de toute façon, ils ont décidé d'être que sur de l'immobilier. Du coup, nous, Tours leur a dit OK pour ne pas utiliser la plateforme, mais par contre, les autres, dès que vous êtes sur du matériel, vous rentrez dans ce fonds partenarial, on vous demande le plus possible de dématérialiser, justement pour éviter que l'entreprise, on lui fasse redéposer un autre dossier si elle est éligible à notre carte, et pour que surtout, on ait de la transparence sur ce que vous faites. Alors justement, il y avait la question de plateforme dématérialisée obligatoire. Tu viens d'y répondre. Parfait, merci. Et justement, cette plateforme tiendra-t-elle compte des spécificités des EPCI? Là, ça va être compliqué parce que chacun, vous allez avoir, certains vont mettre les micro-entreprises éligibles, d'autres pas. Nous, en tout cas, le formulaire a été construit pour qu'il réponde le plus possible à tous les cas de figure, mais on ne pourra pas prendre en compte vos 79, imaginons que tous les territoires viennent, vos 79 spécificités. Donc, après, sur la communication, on essaye au maximum, et ça c'est aussi en cours de construction, d'avoir une carte actualisée pour l'entreprise arrive à se positionner, dire je dépends de tel comme, qu'ils prennent contact directement avec le PCI de son territoire. Pour tout ce qui peut être spécificité locale. Merci Sandra. On a des questions également sur des dossiers
immobilier. Pour les EPCI qui maintiennent les aides à l'immobilier, les dossiers devront-ils être déposés sur la plateforme pour demander un éventuel abondement? Et autre question subsidiaire, quel serait le taux d'intervention de la région dans le cadre de ces projets immobiliers? Donc, sur l'immobilier, on est sur, si on vient, sur un abondement. Donc, on reste toujours sur le fait que c'est l'EPCI qui est la porte d'entrée. Donc, c'est l'EPCI qui qui monte le dossier. Et pour l'instant, nous, on a prévu que ça passe pas forcément sur la plateforme, parce que du coup, on va pas faire remplir le dossier à l'entreprise. Donc, qu'on nous l'envoie directement, aux collègues régions. Par contre, on insiste, il faut vraiment nous tenir au courant en amont pour être sûr qu'on est bien dans les priorités régionales. Donc, que vous ne vous avanciez pas sur une aide région puisqu'on diminue notre abondement. Et sur le taux, pour l'instant, c'est laisser des marges de manœuvre puisque, comme je vous l'ai dit, on est en priorité sur des friches et locaux vacants. Il se peut que ça soit des projets qui soient plus coûteux, plus chers, et sur lequel la région pourrait intervenir un petit peu plus que le 1 euro pour 1 euro. Donc là, on s'est laissé une marge de manœuvre pour pouvoir intervenir dans le respect de la réglementation européenne, bien entendu, sur les projets d'immobilier. OK. Alors ensuite, on a beaucoup de questions sur l'articulation. Alors, entre les dispositifs locaux et régionaux. Par exemple, sur l'hébergement touristique. Pour les montants de moins de 5 000, je comprends que l'EPCI peut définir ses priorités, l'hébergement touristique par exemple. Si ce choix est fait, la région pourra-t-elle intervenir sur l'hébergement touristique entre 5 000 et 20 000 euros? Finalement, quelle est l'articulation entre ce fonds et le Cap Tourisme, si je reformule? C'est ça. Donc, en dessous de 5 000, en effet, c'est le territoire qui intervient. Au-dessus de 5 000, c'est la région. Mes collègues du tourisme sont en train de revoir les dispositifs d'aide. Ils font le même exercice que nous. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un webinaire de programmé, Elena, sur la Oui, tout partie à fait. tourisme. Tout à Donc, fait. il y a en effet une articulation qui va être faite, mais en tout cas, au-dessus de 5 000, c'est la région qui intervient selon son cap. Et là, ça sera le cap, alors je ne sais pas comment il va s'appeler, cap tourisme, cap hébergement, je ne sais pas. Ce sera le Cap Tourisme, Sandra. Voilà, merci Julie. Normalement. Tu es là. Donc, Alors oui, réponse le 11 mai. Non, le cap Oui. va être voté, enfin, normalement, va être présenté en avril. Voilà. Voilà, on avait une question qui revient au même. Il est indiqué dans le règlement que les projets au secteur relevant d'une autre politique régionale sectorielle, tourisme, agriculture, seront réorientés vers cette politique. Qu'en est-il des Cap Touristes? Donc, merci d'y avoir répondu, messieurs, dames. Autre question, pourrons-nous intervenir auprès de nos TPE artisanales et industrielles en zone d'activité ou basculeront-elles dans un autre cap? Où se situe la frontière pour l'artisanat de production? Alors, nous, en tout cas, il n'y a pas de notion, enfin, comment je vais dire ça, industrie en zone d'activité. Enfin, vous, je sais que certains territoires priorisent leur intervention sur les zones d'activité. Donc, nous, ce n'est pas un sujet. Hein. L'artisan, le commerçant, il peut être partout. Après, sur artisanat de production ou pas artisanat de production, c'est vraiment là son chiffre d'affaires et où il destine son marché. Là, nous, s'il y a des doutes là-dessus, vous revenez vers nous, vous allez vers les CMA hein, qui sont complètement au fait de tous ces sujets-là. Mais d'où vraiment l'échange préalable, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut continuer, c'était déjà le cas avant, hein, mais continuer à avoir un échange avec les chargés de mission en maison de la région pour que l'artisanat de production soit bien OK sur cette appellation. OK. Toujours sur l'articulation des dispositifs. Concernant les projets agricoles, l'annexe précise que le plancher d'intervention du Conseil régional pour les aides aux investissements est fixé à 2 000 €, puis précise le montant maximum de l'aide étant de 2 000 €. Seuls les projets de moins de 6 600 € de dépenses éligibles
peuvent être accompagnés. Est-ce que le plancher égale le plafond? Valérie, je crois que c'est toi qui as posé cette question. Valérie, n'hésite pas à préciser En tout cas, ton propos. c'est 2000. Enfin là, vraiment, alors peut-être que je regarde comment c'est tourné, mais c'est la subvention. Si elle est de plus de 2000 €, c'est la région qui intervient, soit FEADER, soit région directement. En dessous de 2000 €, on vous permet de le faire, territoire. C'est 2000 € de subvention. Ok. À Alors, 30%, c'est- ça va c'est- faire 6600 € de dépenses. Ouais, c'est clair quand tu le dis comme ça, Sandra, c'est Valérie, hein. Mm. Mais c'est mal écrit. C'est pas écrit comme ça. Il faut, à mon avis, réviser l'annexe. C'est possible. Je regarderai avec mes collègues de l'agriculture. Alors ensuite, on a beaucoup de questions sur les aspects un peu pratico-pratiques. Pouvez-vous me confirmer que vous allez bien nous transmettre les dossiers moins de 5000 afin que nous puissions vous transmettre un avis local lors du comité de sélection? Quelles sont les modalités pratiques du courrier commun région EPCI quand on voit les délais pour la signature des avenants aux conventions de partenariat éco? 3 petits points. Je suis bien d'accord, mais c'est dans les deux sens. On est sur un courrier commun, donc en fait, c'est le corps du courrier qui sera commun. Et on est plutôt parti sur le fait qu'il soit signé par celui qui attribue pour justement éviter de perdre du temps sur des parapheurs qui vont se balader d'une structure à une autre. Donc nous, on va vous faire une proposition de courrier commun pour évoquer ce fonds partenarial et la présence de la région et la présence de l'EPCI. Mais ce courrier sera envoyé par celui qui attribue l'aide, soit l'EPCI, soit la région. Donc j'ai bien mis que c'était un courrier commun et pas un courrier co-signé. Ok, donc ça répond à l'autre question. Le courrier devrait être co-signé. Quel délai pour la région? Merci Sandra. Courrier d'attribution commun pour les aides à moins de 5000 aussi? Point d'interrogation. Oui. Oui, on est dans une démarche partenariale. On est visible Voilà. et dans Voilà. un sens et dans l'autre. Voilà, donc on avait encore une autre question du même type. Pour le courrier commun d'attribution, on part bien sur un courrier rappelant le fonds partenarial dans le courrier, mais il est bien signé que par le seul président de la collectivité attributaire de l'aide. Donc la réponse vient d'être donnée. Pour les dossiers inférieurs à moins de 5000, le lien pour compléter le dossier est bien transmis par l'EPCI à l'entreprise? Oui, pour les moins de 5000, oui. Ouais, voilà. Donc, ce qui répond à la question suivante, pour les dossiers à moins de 5000, quel est le mode opératoire entre EPCI, CCI, CMA région? Pour nous, le territoire, c'est important que nous puissions rencontrer le porteur de projet. Donc, a priori, c'est compris comme ça. Ensuite, on avait des questions sur l'ouverture de la plateforme. À partir de quelle date pourra-t-on rediriger les entreprises souhaitant faire la demande vers la plateforme de dématérialisation Nos aides en ligne? Nous avons encore des demandes et nous leur envoyons nos dossiers à remplir. Sandra? Oui, non mais Ah non, on dirait que tu n'as pas fini la question. c'était pas. Ah oui, c'est moi, oui, excusez-moi. Il y a pas de- Excusez-moi, je me suis arrêté, je Pas suis de- désolé, excusez-moi. La plateforme est opérationnelle depuis le 15 février, je crois. Donc, nous, il faut, comme je l'ai dû vous le mettre dans un des mails, il faut nous faire la demande du lien. Donc, je ne sais pas qui a dit ça, mais il n'y a pas de souci. On lui envoie le lien pour les aides à moins de 5000. La plateforme est opérationnelle. Voilà, et question du même titre, à partir de quand court le délai de 6 mois pour la création reprise? Exemple, quid d'une entreprise immatriculée en novembre 2022? Alors, normalement, dans le règlement, on a reprécisé ça. Pour la reprise, c'est l'acte de reprise qui est le point de démarrage des 6 mois. Et pour la création, c'est l'immatriculation au RCS et ou au RM ou au RNE maintenant depuis le 1er janvier. C'est l'immatriculation qui fait courir le délai. Ok.
Ensuite, l'expert, il reste quelques questions qu'on n'a pas évoquées. L'expert comptable doit-il obligatoirement viser et certifier les tableaux de financement et comptes de résultats à déposer dans le formulaire en ligne? Je crois que oui. Ça doit être certifié par quelqu'un. Ok. Alors, je crois qu'il y a une question tout à l'heure sur les aspects immobiliers que je n'ai pas posée. C'est Anne-Laure qui l'avait posée. Les SCI sont-elles éligibles? Elles sont éligibles à partir du moment où il y a 51% qui est détenu par la société d'exploitation. C'est ça, je crois. Je vous l'ai écrit. Et ça, c'est également valable sur le cap PME-PMI, toutes les aides régions. À partir du moment où on est bien dans les priorités régionales. Ok. Eh bien, je pense que j'ai posé Mais elles toutes sont les éligibles. questions. Je pense que oui, on a passé. Merci Sabrina pour ce Alors, récapitulatif des questions. certification, par l'expert comptable. Alors, je pense que l'expert comptable, il doit nous certifier le. Je regarde comment c'est tourné, mais les comptes, je ne pense pas les devis. Hein. Mais ça, je pourrais vous le redire. Oui, la dernière question, quel sera le délai d'instruction de la région une fois le dossier complet? Si le dossier est complet, jusqu'à présent, on va vite quand le dossier est complet. C'est plutôt la phase avant, quand le dossier n'est pas complet. Nous, aujourd'hui, là, je vais vous donner un exemple. On a eu notre premier dossier. En 3 jours, hein, mes collègues en charge de l'instruction ont regardé le dossier. Donc après, quand c'est complet, vous donner un délai, c'est compliqué. Hein. Chaque cas sera bien distinct, mais on s'engage à, quand on a tous les éléments dans notre main, à le mettre le plus vite possible dans le circuit de décision. Mais encore faut-il avoir tous les éléments, ce qui est peut-être un autre sujet. D'accord. La question, tu t'en as parlé vraiment à la fin, comment vous organisez s'il y a des questions, parce qu'il y a il y a Alex et Step qui demandent ton email. J'imagine par rapport à diverses questions, mais du coup, s'il y a des questions, comment vous vous organisez? Est-ce qu'il faut contacter des maisons, voilà. Moi, en tout cas, sur toutes les questions suite à ce webinaire, vous pouvez m'envoyer vos questions sur vraiment l'articulation du fonds, hein, sur comment tout ça fonctionne. Il n'y a aucune difficulté. Si vous avez des questions très précises sur tel ou tel dossier, donc, soit vous l'envoyez à moi, soit vous l'envoyez directement à l'interlocuteur du territoire. Parce que là, D'accord. vraiment, sur du cas pratique, là, on rentre après dans vraiment ce qui devrait être votre quotidien avec les 3 collègues. Alors, un en cours de recrutement, mais sur les 3 collègues qui sont en proximité. D'accord. Donc, du coup, nous, éventuellement, on pourrait transmettre ton email. Oui, souci. Très bien. Est-ce qu'on a posé toutes les questions? Peut-être on a... Il y a une autre question qui vient d'être posée là, juste à l'instant. Quelle sera la liste des documents à fournir? Oui, bah ça, du coup, on est en train de faire les copies d'écran du dossier de demande et des pièces à joindre. On est en train de Voilà, formaliser tout ça avec les tutos, etc. tout à fait. Quand est-ce que les accès à la plateforme seront disponibles? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, la plateforme est ouverte Déjà, depuis le mi-février. c'est ça. Et en tant que collectivité, mais ça, on va vous le repréciser, mais à chaque fois, j'attends vos retours divers et variés de délibérations, de conventions. Une fois, en fait, que moi, j'ai le fait que vous ayez bien délibéré, hein, parce que là, maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous donne en retour la procédure pour vous créer un compte sur le portail et sur la manière de faire. Mais j'attends vos... Donc, elles arrivent, ça y est, j'ai les 2 premiers territoires qu'on délibéré, mais puisque je le rappelle encore une fois, tout ça, c'est sur délégation de la région. Donc, il faut absolument que juridiquement, on ait cette convention de délégation active. Excusez-moi, pour les CMA et les CCI, il n'y a pas besoin de délégation pour avoir le lien.
Bah ça, on reste sur le fonctionnement qu'on avait avant, sur la prévisibilité. Donc, il faut quand même qu'ils soient en contact avec nous pour les plus de 5 000. Hein. Bon, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Il y a aussi un lien donc d'accès à la plateforme. Oui, Donc, l'accès est-il conditionné à la convention signée, notamment? L'accès à la plateforme est-il conditionné par la convention signée, Sandra? Alors, bon, après, il y a un lien de confiance hein, qui va se mettre. On est sur un partenariat. Si vous me dites qu'elle est, elle est planifiée voilà, le 27 février, j'en ai le 20 mars. Enfin, la plupart, vous m'avez donné vos dates. Moi, à partir du moment où je sais que c'est dans les tuyaux, il n'y a pas de souci. On vous donne le lien. Mais j'attends vos retours pour faire. Je ne sais toujours pas quand est-ce que ça va être inscrit à un conseil communautaire. Donc, j'attends vos retours. Et puis, il y avait une demande de fac, de foire aux questions, Ouais. mais tu y as répondu tout à l'heure en disant qu'il y avait des contenus qui allaient être créés pour les développeurs. Et notamment, en effet, tout ce qui va être foire aux questions, on se doute bien que, parce que j'ai vu à un moment donné les questions des uns peuvent éclairer les autres, évidemment. Donc ça, on va voir, et c'est vraiment toute l'animation hein, des collègues en maison de la région de vous faire monter en compétences sur, en tout cas sur la partie région, sur la partie aide, que vous puissiez bien appréhender les dossiers d'entreprise. Est-ce que vous voulez poser, on va laisser encore 5 minutes pour poser vos questions. Vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Quelques questions complémentaires à poser si c'est possible. Allez-y. La première, c'est quand on dit hors véhicules commerciaux, comment on interprète les véhicules de tournée dans l'alimentaire? Ils sont éligibles, les véhicules de tournée. Véhicules commerciaux, c'est vraiment je ne sais pas si le droit de citer des voitures, hein, la Clio, 3 portes. Ok. Mais en tout cas, véhicules de tournée, évidemment, sont Reste éligible. éligibles et sont vraiment un enjeu sur certains territoires. Donc, en véhicule de tournée, c'est bon. Ok. Sur le financement des travaux qui peuvent être éligibles dans une boutique, par exemple, ou un atelier, auparavant, on demandait, enfin, vous preniez la région, le montant des travaux avec une équivalence de montant d'investissement dans du matériel de production. C'est-à-dire que pour financer 10 000 euros de travaux, il fallait que l'entreprise dépense aussi 10 000 euros dans du matériel. Est-ce que ce ratio existera toujours? Nous, en tout cas, on vient financer du matériel. Après, ce que j'avais moi compris, c'est qu'en effet, on pouvait après financer un peu de dépenses immobilier, d'aménagement de site. Par exemple, si on prend un exemple concret, un atelier qui voudrait s'agrandir pour faire un showroom et qui n'a pas d'investissement matériel et qui, en même temps, voudrait peut-être faire un chauffage avec biomasse et des LED, mais il n'y a pas d'investissement de machines-outils. Est-ce que ça, ce serait éligible? On compte quand même sur l'investissement matériel, hein, sur le fonds c'est le cap de l'économie de proximité. Après, s'il y a une démarche de changement de chaleur, etc., c'est peut-être plutôt un cap transition écologique. Donc là, c'est vraiment à voir avec les collègues, soit en fonction de la typologie de la bénéficiaire, hein, soit les collègues économie entreprise au sein des maisons de la région, soit auprès des collègues proximité. Ok. Ma troisième question, c'est que donc du coup la subvention donc, est plafonnée à 20 000 euros, hormis cas exceptionnel, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Si jamais le montant des dépenses éligibles donc, est supérieur et donne une subvention supérieure à 20 000 euros et qu'il n'y a rien d'exceptionnel, donc on va plafonner à 20 000 euros en subvention. On est bien d'accord? Oui. On ne passe pas sur de l'avance remboursable si on plafonne à 20 000. Non, non. On plafonne à 20 000 et c'est vraiment à titre exceptionnel sur décision régionale. On pourrait faire une aide d'un autre montant. D'accord, ok.
Et là, dans le cap proximité tel qu'il est aujourd'hui, on a complètement éludé les salons professionnels, la participation au salon, par exemple, pour les métiers d'art. En effet. D'accord. Merci Célina. On va peut-être laisser la possibilité de poser la question, par exemple, Laurence Gonsard. Oui, Laurence, ouais. je reviens sur les vitrines. Excusez-moi, j'ai jamais encore porté de demande des entreprises, donc je repose peut-être des questions. Mais alors, un commerce qui est dans une logique de rénovation de vitrines, pas pour de l'embellissement, mais pour faire des économies d'énergie, c'est-à-dire qu'il va passer du simple au double vitrage. Il n'y a aucun abonnement de la région possible parce que c'est entre 15 et 20 000 euros, un investissement suivant le linéaire. On reste dans de l'aide immobilier, il ne peut pas être éligible sur un cap ou parce qu'il y a une notion de transition écologique dans le fonds de proximité aussi. Oui, mais en fait, sur l'immobilier, on n'a pas la compétence. D'accord. Donc là, c'est les dispositifs EPCI. Forcément, d'accord. Même sur un cap, Rénovation de vitrine, oui. on reste dans une logique, d'accord. C'est de l'immobilier. Pose de panneaux solaires, tout ça, c'est de l'immobilier. En tout cas, pour nous, c'est des dépenses immobilières. On touche à la structure externe de l'entreprise. D'accord. Il y a un petit fascicule où on retrouve toutes les dépenses considérées immobilières. C'est quoi? C'est une règle européenne? C'est local? C'est la régional? loi NOTRe. Ouais. D'accord. La loi NOTRE et ses différents décrets d'application. D'accord, qui définit précisément la notion. D'accord. Donne la compétence immobilier aux EPCI et donc tout le reste à la oui, région. mais ouais, ça, j'ai Et après, il y a un certain nombre de décrets qui définissent, alors, je ne sais plus, je vous donne le numéro, mais qui détaillent les pièces nécessaires et ce qu'est l'immobilier. Ok, merci, c'est clair. Sandra, on a une question dans le chat de Julien Bonsens. Les consulaires et ou les EPCI pourront-ils certifier les devis et tableaux demandés? Faut que je regarde, je ne sais plus comment c'est tourné. Je ne sais pas si EPCI, vous pouvez certifier. Je vais regarder, Julien. Ça fera partie de la FAQ. Très bien. Est-ce qu'on accepte encore une ou deux questions, Sandra? Oh ben, je suis prête. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui veut poser encore une question? J'ai une question. Ah, je n'ai pas fait la main levée, je suis désolée. Est-ce que ce serait bon pour moi ou il y a quelqu'un qui s'est posé? Vas-y, Véronique, pose ta question. Je partage l'intervention de Laurence Gonsard sur, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, sur la question d'un petit livret qui nous préciserait, et pour éviter de vous inonder, vous, la région, de questions, peut-être pour des personnes comme pour moi qui suis débutante, un petit livret nous précisant en gros sur le cas proximité, ce que vous considérez comme immobilier, ça serait intéressant en répertoriant comme ça. On sait si une vitrine, la vitrine, oui, mais alors pas les fenêtres. C'est vrai qu'il y a, franchement, si vous pouviez faire, je pense que ça vous économiserait même à vous du temps à nous dépouiller un peu le décret et comment vous le lisez. Ouais, c'était juste une petite remarque à ce niveau-là. Et puis, ce qui serait intéressant, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, des fois, nous, on était complètement hors du jeu, c'est par rapport aux chambres consulaires. Moi, ça ne me dérange pas du tout que les chambres consulaires continuent leur travail d'accompagnement. Loin de là, hein. Moi, je suis très contente que plus il y a un interlocuteur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la coordination. C'est-à-dire que si une chambre, avant que d'orienter une personne vers une aide à moins de 5 000, je souhaiterais, moi en tout cas, que la chambre me prévienne qu'elle a fait une saisie sur mon territoire, voilà, et puis vice-versa, qu'il y ait un peu plus de coopération et que, par exemple, peut-être qu'on fasse une convention pour que soit mis entre pour les EPCI, une convention type entre les CMA pour s'échanger les informations et les données. Voilà, je trouve que ça serait mieux et dans le sens toujours pour l'entreprise. Voilà, c'était juste 2 remarques pour ça. Et puis oui, troisième question, la micro-entreprise, qu'est-ce que vous entendez? Parce que vraiment, la micro-entreprise, il y a une notion fiscale, de chiffre d'affaires. Voilà, moi, je voudrais avoir des précisions. Comment vous définissez l'auto-entreprise? Est-ce que pour vous, l'auto-entrepreneur, c'est de la micro-entreprise? Est-ce qu'il y a des micro-entreprises qui ne sont pas des auto-entrepreneurs? C'est quoi pour vous la définition? Voilà. Merci, Véronique.
Alors, micro-entreprise, pour moi, c'est un statut, hein, donc là, c'est juridique. Enfin, c'est leur statut. Donc, je vous engage à voir avec la CMA et la CCI.